Comment j'ai failli acheter une BMW à 56 000 dollars, pourquoi je vais accumuler du Nasdaq à l'ATH, mon protocole de fertilité et bien plus encore. Cette vidéo devrait s'appeler J'ai fait quoi en février. Je m'appelle Tristan Lejeune, je suis millionnaire, j'ai 27 ans et j'ai franchement plus de temps libre que la moyenne, ce qui nous permet de démarrer cette nouvelle série du carnet de bord, à savoir J'ai fait quoi le mois dernier. Cette chaîne YouTube est 100% gratuite, je n'ai rien à vous vendre. Bon, donc le titre se suffit à lui-même. En février 2025, j'ai loué un Volkswagen Amarok V6 pendant 10 jours. Là où je vis en Amérique du Sud, tous les riches, mais absolument tous les riches, ont un pick-up. Alors il y en a plein qui ont plusieurs bagnoles, mais ils ont tous un pick-up. Pas de berline, les routes sont trop chaotiques pour ça. Alors je me suis dit, moi aussi, je vais m'acheter un pick-up. Pas parce que je suis riche, mais parce que s'ils en ont tous un, il y a bien une raison. En général, ils font des choix quand même relativement cohérents. Ça a l'air super, t'es plus haut que tout le monde, t'es lourd, tu domines la circulation et il y a un côté États-Unis un peu sympa. Alors, début février, j'ai loué un Amarok pendant 10 jours et voilà ma conclusion. C'est trop gros pour la ville, mais vraiment beaucoup trop gros. C'est trop large, c'est trop long. C'est impossible de me stationner dans mon garage d'immeuble. Il faut vraiment que je prenne 3 places du garage sur la longueur pour pouvoir stationner le Amarok. C'est trop lourd, même avec un V6 en mode sport, je crois que c'était un truc du genre 230 chevaux, 240 chevaux, quelque chose comme ça traîne. Franchement, ça traîne, ça fait 2 tonnes 2, c'est beaucoup trop lourd. La benne à l'arrière du pick-up ne me sert absolument à rien, c'est juste du négatif. Tu as l'impression de traîner 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, peut-être même un peu plus que ça, pour rien. Ça n'a absolument aucun intérêt et ça consomme inutilement beaucoup d'essence. Alors, par contre, ça tient bien la route, malgré la prise au vent sur les routes que j'ai prises pendant ces 10 jours-là. 165 km/h de moyenne pour aller de la capitale à une ville secondaire, et bien, on sent pas du tout, mais alors pas du tout la vitesse. C'est l'avantage. Les petites bagnoles te laissent passer. Et vraiment, quand il y a un petit doute sur l'intersection, qui a la priorité ou quoi, avec un pick-up, tu passes et tout le monde te laisse passer, donc c'est bien. Il y a un côté satisfaisant à avoir une énorme bagnole, que je comprends, que tous les mecs comprennent. C'est quand même sympa d'avoir un Volkswagen Amarok de 2 tonnes 2 plutôt qu'une Clio de 900 kilos, quand même. C'est vraiment à l'aise et le confort intérieur est bien. Mais bon, ça a définitivement expulsé mon idée d'acheter un pick-up. Alors pour s'en servir comme d'un utilitaire, c'est franchement génial, c'est assez polyvalent, il y a de l'attraction, il y a du couple, c'est vraiment cool. Par contre, pour une conduite majoritairement en ville, c'est absolument débile. Et donc, je conclus que les gens d'ici sont débiles, puisque leurs bennes sont constamment vides et qu'ils se servent du pick-up comme d'une citadine. Voilà, ils sont complètement cons. Plus, bah, ça m'a réveillé sur le fait que le SUV essence, c'est vraiment l'idéal pour une utilisation mixte, à savoir ville et puis faire un peu de route quand même. C'est absolument ce qu'il me faut. Voilà pour début février. Ensuite, j'ai enfin reçu mon sauna et j'ajoute testicules congelés. Alors pourquoi? Mon sauna sur mesure est enfin installé sur mon balcon, malgré 3 mois de retard sur la livraison. Alors bon, les types ont fait pas mal de conneries. Ils ont mis un interrupteur luminaire de 10 ampères sur un sauna de 5000 watts. Enfin, ça, c'est parce qu'ils ont mis. C'était le projet. Ils m'ont dit, oh, on va mettre l'interrupteur, comme ça tu peux allumer et éteindre le sauna sans qu'il soit branché toute la journée. J'ai dit, ouais, d'accord, fais voir l'interrupteur. C'est un interrupteur luminaire de 10 ampères sur un sauna de 5000 watts. C'est super, l'interrupteur va absolument cramer dans quelques semaines. Il voulait laisser un disjoncteur de 16 ampères au tableau électrique pour un sauna de 5000 watts. C'est absolument n'importe quoi. Il fallait du 32 ampères. Ils n'avaient pas prévu de séparation entre le sauna et le ballon d'eau chaude, donc ils voulaient passer ça sur les mêmes câbles, sauf que c'est des câbles de 4 carrés et ça faisait une charge totale de 8000 watts sur des câbles de 4 carrés, donc ça aurait absolument cramé, les fils seraient disjonctés constamment. Ils ont foutu des cailloux blancs d'ornement sur les résistances, donc c'est-à-dire que vous avez des pierres volcaniques normalement sur le sauna ou du basalte, et puis eux, ils ont mis des pierres blanches, des pierres d'ornement, des pierres de jardin, vous savez, pour faire les allées de jardin, alors en disant oui, mais c'est plus beau les pierres blanches, par contre, il faut les changer tous les 6 mois parce qu'elles ont tendance à cramer. Et oui, et quand elles crament, en fait, elles libèrent du carbonate de calcium qui est absolument néfaste pour la santé. Mais ils font ça pour tous les saunas qu'ils font, sachant que c'est la plus grosse boîte de sauna sur mesure du pays dans lequel je suis. Super. Donc, c'était pas un chantier de tourpeau. J'ai passé 2 jours, 2 jours et demi avec eux à dire tout ce qui allait mal. Et ça laisse l'opportunité, en tout cas, ici sur le marché. Si jamais je veux lancer un nouveau business, je peux me mettre à faire des saunas et la concurrence sera pas très rude.
Voilà, le résultat est sympa. Ma routine de sauna, c'est mercredi soir 25 minutes à 80 degrés, samedi après-midi 20 minutes à 80 degrés et dimanche soir 20 minutes à 80 degrés. Donc j'ai prévu de l'adapter un peu pour éviter l'accumulation de fatigue parce que je vous donne un scoop quand même pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est le sauna. Cuire pendant 20-30 minutes à 80 degrés, pardon, ça fatigue votre organisme et vous le verrez sur la qualité de votre sommeil après avoir fait du sauna, ça crève vraiment. Et donc, puisque j'ai 4 entraînements muscu, plus 2 entraînements de paddle, plus le paddle, plus bientôt 2 entraînements de JJB par semaine, ça fait beaucoup avec le sauna en plus. Donc, rapidement, les bénéfices principaux du sauna pour ceux qui sont vraiment qui n'ont jamais fait ou qui ne connaissent pas du tout. Détoxification, notamment des microplastiques, santé de la peau, tension artérielle, réduction du stress, puisque je médite dans mon sauna, je suis absolument incapable de méditer sur une chaise, assis, fermer les yeux, penser, méditer pendant 10 minutes, 15 minutes, je suis incapable. Par contre, je suis parfaitement à l'aise dans le fait de méditer dans la souffrance. C'est-à-dire que s'il faut fermer les yeux, se concentrer sur la respiration et ne penser à rien, il faut absolument que je le fasse dans la souffrance. Et il se trouve que le sauna à 80 degrés, c'est quand même une souffrance relative. On a envie de sortir, on n'est pas bien. Donc ça me permet de méditer. Et juste ça, ça cumule au bénéfice de l'exposition au sauna. Donc voilà. Le gros point noir du sauna, c'est la violence sur les spermatozoïdes et notamment sur la fertilité. Je vous ai mis les études ici. Une exposition en sauna 80-80 degrés 2 fois par semaine pendant 3 mois réduit la concentration spermatique de 68 à 41 millions par millilitre, soit 40%, ce qui est absolument énorme. Et surtout, ça altère la motilité et l'ADN des spermatozoïdes. Donc, c'est ça en fait l'effet principal, enfin le problème principal. Au-delà de réduire le sperm count, ça réduit surtout la motilité. Donc en fait, au lieu d'avoir des spermatozoïdes qui vont tout droit et très vite vers l'ovule, et ben en fait, ça fait des mongols, quoi. Ça fait des débiles qui font comme ça des zigzags et puis qui restent un peu sur place. Donc c'est absolument mauvais pour la fertilité. Donc, faire autant de sauna que moi, c'est-à-dire 3 fois par semaine, un total de quasiment 1 heure, un peu plus d'une heure 10 par semaine, eh bien, ça revient essentiellement à se castrer physiquement. Donc, ma solution qui fonctionne parfaitement, si jamais vous voulez faire autant de sauna que moi et garder votre fertilité, c'est un isolement local de la chaleur. C'est-à-dire que je rentre dans le sauna à poil, je m'assieds en bord de banc sur une serviette et je mets mes testicules dans un thermos d'eau à 5 degrés pendant la session. Donc, c'est-à-dire que je garde tous les bénéfices du sauna sans l'effet négatif sur la fertilité. Si vous voulez faire du sauna régulièrement sans vous castrer, c'est la seule option. Et je le mentionne dans cette vidéo parce que ça se trouve, il y a des types, là, par hasard, qui font du sauna régulièrement, qui essayent de mettre leur femme enceinte et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi leur spermogramme est absolument pourri. Eh bien, c'est probablement à cause du sauna. Donc maintenant, vous avez la solution pour faire des gosses. Les testicules dans le thermos, ça fait bien l'autre pont ça fait bien le bon pardon, avec l'autre sujet de février, donc c'est mon protocole de fertilité max. Après avoir fait un spermogramme en février, c'est honnêtement plus la joie. Il y a 6 ans, je me suis fait une blessure sérieuse au testicule gauche et je m'en suis pas occupé parce que ma fertilité était toujours opérationnelle, vraiment, depuis. Sauf que ça a commencé à décliner récemment, depuis fin 2023, selon mon estimation sur mes prises de sang, et donc ça a été validé par un spermogramme de février où la motilité est basse et le compte total est bas. C'est-à-dire peu de spermatozoïdes par sur le volume de sperme et la plupart sont complètement débiles et ils vont en zigzag ou ils restent sur place ou ils font des tours sur eux-mêmes mais ils vont pas tout droit très vite ce qu'on attend d'un spermatozoïde avec une bonne motilité. Donc ma testostérone libre en plus de ça a chuté de 50% et mon SHBG a augmenté de 56%. Ma testostérone totale est restée pardon, la même, donc c'est-à-dire que le SHBG a pris le pas sur la testostérone libre. Autrement dit, c'est le moment d'intervenir pour couper court à tout ça. Donc, premièrement, je vais me faire opérer cette semaine pour enfin régler la situation. Je vais me faire opérer demain au moment où je tourne cette vidéo pour la blessure que je me suis faite il y a 6 ans et demi. Ensuite, je démarre mon protocole de retour à la fertilité maximum et je vous le partage là parce que ça peut toujours aider si vous voulez d'autres enfants mais que ça ne fonctionne plus comme avant. Aujourd'hui, dans quelques mois, dans quelques années, au moins vous vous souviendrez que sur cette vidéo, vous avez le protocole de fertilité maximum. Donc, premièrement, physiquement, eh bien, vous évitez d'être gros et inactif. Vous évitez d'avoir les testicules au chaud, c'est-à-dire qu'il faut des vêtements amples, caleçon coton, dormir nu, tout ce qui va avoir tendance à réchauffer les testicules au-dessus de leur température optimale, c'est à 34-35 degrés. Il y a une raison pour laquelle elles pendent en dessous de votre corps, c'est pour ça. Tout ce qui va avoir tendance à les réchauffer au-dessus de 36-37 degrés, c'est absolument à bannir.
Tous les trucs de base, c'est-à-dire bien manger, manger beaucoup de protéines, couvrir tous ses besoins en vitamines, pas d'alcool, pas de cigarettes, pas de drogue. Évidemment, tout ça a un impact sur le sperm count et sur la motilité. Ensuite, on a les compléments spécifiques pour le protocole Fertilité Max. 4 grammes d'inositol ED, c'est tous les jours, every day. CoQ10, donc CoQ10 300 mg tous les jours, et ça c'est un des biggest movers pour la motilité. C'est vraiment le complément alimentaire qui va améliorer drastiquement la motilité de vos spermatozoïdes. Zinc 50 mg par jour, vitamine C 1 g par jour, PQQ 10 mg par jour, magnésium 800 mg élémentaire par jour, et ça c'est à adapter en fonction de vous. Glycogénol 100 mg par jour, astaxanthine 12 mg par jour, N-acetylcystéine 500 mg par jour, oméga 3 4 grammes par jour. Et là, on arrive sur vraiment les biggest movers. Si vous devez tout éliminer et en garder seulement quelques-uns, c'est-à-dire 4, eh ben, c'est cela. Donc CoQ10, CoQ10, 300 mg par jour. L-carnitine injectable, 500 mg par jour. Alors, si vous êtes en France, ça risque d'être un peu compliqué d'obtenir de la L-carnitine injectable, mais c'est possible. Et ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence à nouveau sur la motilité et le sperm count. L-carnitine injectable. Vous pouvez la prendre de façon orale, mais ça peut build up de la TMAO dans le système digestif, et donc c'est pas top. D'autant plus que l'assimilation orale est aux alentours de 30-40% pour la L-carnitine, alors qu'en injectable, on est à 90-95%. Si jamais vous avez peur des aiguilles, vous pouvez le faire en sous-cutané dans l'abdomen plutôt qu'en intramusculaire. C'est beaucoup moins impressionnant. Vous prenez comment dire en français, vous prenez des seringues, des piqûres pour l'insuline, seringue d'insuline de 8 mm ou 12 mm, et franchement, vous ne sentez même pas l'injection. Donc, L-carnitine injectable 500 mg par jour. Et ensuite, on a vraiment les compléments plus, en fait, qui sont plus que des compléments, qui sont spécifiques, mais qui vont vraiment avoir un impact énorme sur la fertilité, à savoir, premièrement, l'enclomifène. Normalement, les dosages, c'est 12,5 mg par jour, mais à mon avis, c'est trop suppressif pour les oestrogènes, donc ça peut plomber votre libido. Moi, je suis plutôt pour 6,25 mg d'enclomifène tous les jours, et là, c'est vraiment le biggest mover pour votre testostérone et surtout pour votre spermogramme. Et HCG 300 UI une fois tous les 2 jours. Et là, c'est pareil, c'est absolument, franchement, ces deux-là qui vont faire 80% du boulot. La L-carnitine va faire quand même un bon pourcentage, et le CoQ10 aussi. Mais globalement, le reste, c'est plus des compléments santé en général, antioxydants, énergie et tout ça. Donc, c'est-à-dire que ça va avoir un impact, mais bien moindre. Et ça, c'est pas un impact spécifique, c'est plus un impact systémique. Alors que là, l'enclomifène et le HCG, c'est des impacts spécifiques, notamment le HCG, sur le spermogramme, et potentiellement HMG si le HCG vous réduit pas trop. Mais voilà. Et donc ça, c'est injectable aussi. HCG, enclomifène, c'est oral. L-carnitine, injectable. Voilà, donc vous avez maintenant le protocole fertilité. Évidemment, tous les trucs de base qu'on a cités ici, c'est aussi les trucs qui vont vraiment faire la différence, notamment l'exposition à la chaleur. Prenez pas des bains, de toute façon les bains c'est pour les femmes. Prenez pas des bains chauds, prenez pas des douches chaudes, essayez d'éviter la chaleur. Dormez pas avec un caleçon serré, c'est absolument néfaste. Voilà, le cycle des spermatozoïdes, c'est 74 jours, donc c'est pas la peine de faire un spermogramme chaque mois pour voir à quel point le protocole fertilité fonctionne. Avec le protocole, vous atteignez le top 2% physiologique à coup sûr. Si jamais vous faites vraiment enclomifène, HCG, L-carnitine injectable, CoQ10 et tout le reste, c'est garanti. Sauf, évidemment, c'est garanti si vous n'êtes pas gros, inactif, que vous ne faites pas de sport, etc. C'est garanti. Si vous cochez toutes les cases, c'est garanti que vous atteignez le top 2% physiologique en termes de fertilité. Voilà. Si ça intéresse vraiment, je vous ferai un avant-après spermogramme plus bilan sanguin quand j'aurai fini mon protocole fertilité dans 6 mois. Donc, je vais me faire opérer demain. Si ça se passe bien, évidemment, euh, je ferai probablement une vidéo avant-après avec un gros résumé, une vidéo beaucoup plus longue sur la fertilité si ça intéresse des gens. Voilà. Même si votre fertilité semble aujourd'hui dans la moyenne, la plupart des compléments spécifiques de base ont un rôle de protection contre les agressions de la vie moderne, à savoir perturbateurs endocriniens, EMF, etc. Donc, ça vaut le coup si vous voulez des gosses un jour. Et il y en a un que j'ai oublié, le portable dans les poches, vous évitez évidemment. C'est quand même réfléchir un peu, c'est-à-dire mettre un émetteur de EMF comme ça juste à côté de vos testicules, c'est probablement pas là l'idée du siècle. Ma femme a un nouvel appareil photo. J'ai absolument horreur des Instagrammeuses, des nanas qui se prennent en photo partout, tout le temps, et qui documentent leur vie avec un déni du réel assourdissant. Le message implicite, quand même, de ces nanas, c'est
toute forme d'attention vaut mieux que pas d'attention sur moi. Donc, je ne fais pas un dessin sur le type d'attention qu'elle reçoit. Vous avez juste à ouvrir Instagram, regarder les photos d'Elena un peu à poil et lire les commentaires. Vous verrez quel type d'attention elles obtiennent et en vérité quel type d'attention elles méritent. Donc, je comprends pourquoi elles le font, c'est normal et c'est aligné avec leur profil psychologique. Ça a du sens sur le plan évolutionniste. Plus une femme reçoit d'attention, plus son potentiel hypergamique est élevé. Ok. Mais bon, je les laisse aux autres, ces femmes-là. Les quelques relations que j'ai eues avec des nanas comme ça m'ont toutes radicalisé sur le vide de certains esprits féminins. Bref, pourquoi je vous dis ça? En mars, je pars en voyage avec ma femme. Il y a 3 jours, elle était toute excitée à l'idée de recevoir un colis surprise. Elle m'a teasé son colis toute la journée et elle a fini par me dire que c'était un Polaroid et qu'elle voulait commencer un album photo. Avant-hier, elle est revenue hyper triste du travail parce que son crédit pour payer son appareil photo en 8 fois a été refusé. Donc, elle l'aura pas pour les vacances, donc elle était vraiment triste, comme une petite fille qui était en attente de son jouet de Noël et qui l'a pas eu. Donc, hier, je suis lui acheter, je lui ai offert et elle était hyper heureuse et encore hyper heureuse. Et on part cet après-midi en voyage et voilà, elle va être ravie. Donc, pourquoi je l'ai fait? Premièrement, elle ne réclame jamais rien. Donc, il n'y a pas de risque de surenchère ou d'ingratitude après un cadeau. Et ça, c'est extrêmement important, à savoir que toutes les dépenses que vous faites, je l'ai déjà dit dans une vidéo, toutes les dépenses que vous faites pour une femme, c'est la nouvelle norme. C'est-à-dire que au début, il y a un peu de gratitude, ensuite c'est la norme, et ensuite ça crée du ressentiment si vous n'arrivez pas à maintenir cette norme sur le moyen et long terme. Donc, c'est vraiment un piège dans lequel ne pas tomber. Deuxièmement, ça me fait plaisir d'avoir heureuse, évidemment. Troisièmement, je considère qu'il faut voter avec son argent. La majorité des filles jolies aujourd'hui s'exposent à fond sur les réseaux sociaux. Et en fait, même les moches s'exposent. C'est juste que forcément, ça drague moins d'attention. Et c'est vraiment, vraiment difficile d'en trouver des jolies qui sont incognito sur Internet. Et par incognito, j'entends compte Instagram privé, 100, 150 abonnés à son compte Instagram, la famille, les amis du collège, du lycée, voilà, rien de plus. Euh, Aucune présence publique en ligne sur quoi que ce soit, pas de compte Facebook ou ce genre de truc. Voilà, c'est extrêmement difficile de trouver des nanas jolies qui sont incognito sur Internet aujourd'hui. Et quand vous avez la vôtre, quand vous avez réussi à en trouver une et à vous mettre en couple avec, c'est primordial de la protéger de sa propre destruction, de protéger la femme de son propre chaos, son chaos qui est inhérent à la féminité finalement. Donc, j'encourage et j'abonde financièrement dans le sens de toutes les activités qui gardent ma femme dans le monde réel, qui l'éloignent des réseaux et qui conservent mon attention, pardon, comme une priorité absolue. Donc, c'est-à-dire que tous ces réseaux sont privés, elle n'a aucune présence en ligne et vous devez vraiment, alors chacun prend ses propres décisions, mais je vous invite à poser la question à votre femme, pourquoi ton compte Instagram est public, comment ça se fait que tu as 3000 abonnés, qui c'est tous ces gens, pourquoi tu es abonné à 2000 comptes, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Demandez des comptes, vous les méritez. Si jamais vous êtes investi dans cette relation, que vous payez le loyer, la bouffe, etc., que votre femme est relativement entretenue, vous avez le droit d'avoir des comptes, et en réalité, même si vous ne faisiez pas tout ça, vous avez le droit d'avoir des comptes euh, si on se, on se base sur les préceptes bibliques. Voilà. Euh, voilà, donc tous ces réseaux sont privés, elle n'a aucune présence en ligne, sauf que les nanas jeunes comme la mienne, eh bien, elles baignent dedans. C'est-à-dire qu'elle fait les choses bien, évidemment, il y a des amis, il y a de l'entourage, il y a des sœurs, des cousines, etc., qui ont une présence en ligne. Donc il y a une forme d'appel du diable à montrer son cul sur Instagram pour récolter de l'attention en échange de son âme. Le serpent propose la pomme, et Ève, cette femme forte, indépendante, qui désobéit à l'homme, eh bien, elle bouffe la pomme et ensuite elle se fait dégager du paradis. Et c'est capital de garder le cadre avec votre femme. Ça implique une forme d'investissement. Vous ne pouvez pas laisser une femme jolie, jeune, seule, indépendante, chercher et accomplir ses propres activités hors ligne. Parce qu'elle va succomber à la facilité, elle va succomber à l'influence féminine de son entourage immédiat et à la perception, à l'illusion que c'est le chemin de facilité à suivre et que tout le monde le fait, donc que c'est cautionnable.
Et vous avez une. Alors j'ai entendu oui. Je lui achète donc des livres à ma femme. Je paye son abonnement Pilates. Je paye ses toiles pour peindre, son fil pour coudre ses robes et cet appareil photo. Vous avez une part de responsabilité là-dedans. Si vous trouvez votre femme et que dès le départ c'est une semi-pute d'Internet, vous avez intérêt d'offrir une bonne alternative pour la faire décrocher de son addiction à l'attention masculine. Si elle n'est pas connectée ou quasi incognito, et qu'elle est belle, je vous rappelle, parce que bon, c'est facile de trouver une moche grosse qui n'est pas connectée et qui n'a pas d'attention masculine, évidemment, eh bien, vous ne pouvez pas dire non à tout. Si elle est belle, jeune, vous ne pouvez pas dire non à tout, vous devez l'occuper. C'est-à-dire qu'elle va venir avec des propositions, des demandes. Tiens, est-ce que je peux poster ça sur Instagram? Est-ce que je peux poster ça sur TikTok? Est-ce que je peux faire des vidéos? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Vous ne pouvez pas dire non, non, non. Il faut l'occuper, puisque sinon, elle va vers la facilité. Et elle va soit se mettre à traîner toute la journée sur des vidéos courtes, soit regarder les écrans toute la journée avec des séries, etc., des trucs débiles. Donc, il faut absolument l'occuper. Vous devez être le gouvernail, sinon elle va juste manger la pomme et c'est normal, c'est son enclin naturel. Donc, une fois qu'elle aura des gosses, vous verrez, ça ira beaucoup mieux, mais quand même, il ne faut jamais lâcher le gouvernail. Donc voilà, ma femme prend les photos avec son Polaroid, elle envoie ça dans le groupe WhatsApp avec ses soeurs et sa mère. C'est bien. C'est plus agréable que de réclamer à ce que je la prenne en photo en string sur la plage à Cancun pour partager son voyage sur Instagram avec ses followers. Alors, BMW X3 M40i, option fusée satellisée. Bon, vous avez vu la miniature. Mi-février, après avoir rendu le Amarok de location, je me suis mis en tête que j'allais acheter une bagnole. Ça fait 7 ans que je n'ai pas eu de voiture à mon nom, que je n'ai pas été propriétaire d'une voiture. Et la première et l'unique bagnole que j'ai eue dans ma vie à mon nom, elle valait 400 balles. L'idée, c'était d'acheter donc un X3 ou un X5 essence d'occasion pour 20-25 000 dollars maximum, après avoir conclu qu'un pick-up, c'était absolument pas pour moi, et qu'un SUV diesel, c'était pas pour moi non plus. Pour l'utilisation que j'allais en avoir, il me faut un SUV essence, et j'aime bien le format du X3. Le X5 un peu moins, c'est un peu trop gros pour moi, mais le X3, il me semble que c'est vraiment le compromis idéal pour moi. Sauf qu'en arrivant au garage, eh bien, il y avait un X3 M40i avec 29 000 km à vendre, donc un modèle de 2018. On a fait un test drive dans la foulée et maintenant l'ancrage est fait. C'est comme l'ancrage en marketing. Vraiment, une fois que vous avez testé un X3 M40i alors que vous veniez dans l'idée d'acheter un X3 essence basique, c'est extrêmement, extrêmement compliqué de faire machine arrière. Donc, je suis dans un endroit du monde où la berline, c'est mort, je vous en ai déjà parlé. Il me faut absolument un SUV 4x4, sauf que c'est gros, c'est lourd et ça traîne. Même en V6, un X5 de base diesel, ça traîne, c'est chiant. Un X3 diesel, ça traîne, c'est chiant. Le X3 essence, ça va encore, mais même si vous prenez tous les Audi Q5, les GLC, tout ça, vraiment, c'est même les 4x4 Toyota et tout, non, c'est vraiment, ça traîne, quoi. C'est bien, ça fait l'affaire, mais quand on veut accélérer un peu, c'est chiant. Quand on veut doubler, qu'on est déjà lancé à 100 km/h et qu'on veut doubler et passer à 150, c'est long, c'est chiant, il faut du temps, donc ça m'énerve. Donc le X3 essence à 200 chevaux, c'est vraiment l'option parfaite pour moi. Ça monte à 180, 185 là, pour faire les trajets que je veux faire. Franchement, ça va, ça tremble pas trop quand on est à 180. Il y a encore de la patate suffisamment quand on veut doubler, on veut passer de 100 à 150 assez vite, ça monte encore. Sauf que là, avec le M40i, eh bien, le paradigme change parce que c'est 360 chevaux et 0 à 100 en 4 secondes 4. Et je les ai fait, c'était absolument génial. C'est super confort, ça répond immédiatement à l'accélération. Et ça, c'est le problème notamment des SUV diesel. Quand vous enfoncez sur la pédale, il y a quelques centièmes, il y a une seconde et demie de temps de réponse, alors que là, en essence, avec le M40i, vous appuyez, ça part, quoi. C'est vraiment une fusée. Donc, ça reste aussi relativement low profile si vous n'êtes pas sur des experts. Ici, les gens sont un peu débiles. Donc, ils n'arriveront pas à déchiffrer que c'est un X3 M40i qui vaut 2-3 fois le prix du X3 de base. Donc, ça reste low profile et c'est vraiment jouissif à conduire, mais vraiment jouissif. Le problème, c'est que je veux absolument ça désormais, mais
parce qu'il y a un mais, c'est overpricé, c'est trop cher pour ce que c'est. Un modèle comme ça, avec un poil plus de kilomètres en Europe, ça me coûterait 42 000, 43 000 dollars. Même chose aux États-Unis. Alors ici, là où je suis, le proprio veut 56 000 dollars. Alors, j'ai quand même commencé à négocier. Le type est allé jusqu'à 52 000 assez facilement, honnêtement. Sauf que malheureusement, il vient de partir en Uruguay pendant 3 mois avec la bagnole en question. Donc, je vais reprendre la négociation en juin à son retour. En pratique, même si j'arrive à l'avoir, ce qui est assez peu probable à 46 000, voire 48 000, ça reste énormément de fric pour une bagnole, surtout pour un modèle illiquide, c'est-à-dire que personne ne me le rachètera jamais ici, à ce prix-là. C'est-à-dire que si je l'achète et que dans 6 mois je change d'avis, ou dans un an je déménage et je veux plus de cette bagnole, j'arriverai jamais à la revendre plus que 35 000, 40 000 maximum, alors que je l'achète 48, 49. Donc voilà, et pour une utilisation franchement limitée, si je fais 1000 kilomètres par mois, c'est fou. Franchement, si je fais 1000 kilomètres par mois, ce sera le bout du monde. Peut-être 1500 grand maximum et encore. Donc, la rationalité, c'est que je fais une perte sèche d'au moins 20 000 balles en l'achetant. Je m'en fous si je le garde pendant 10, 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à 200 000 kilomètres. Et ça fait une voiture, grosso modo, si je le garde 15 ans et que je fais 1000-1200 km par mois et que j'arrive à le revendre quelque chose comme la moitié du prix, voire un peu moins, si j'arrive à le revendre 15-20 000 balles dans 10-15 ans, ça fait une bagnole à 400 balles par mois. Donc, franchement, pour un X3 M40i, c'est relativement OK. À la location, j'aurais rien d'aussi bien pour ce prix-là. Même pour le double du prix, en vérité, j'aurais rien. Même pour le triple. Donc voilà, je vais faire une vidéo complète à ce sujet. On va voir comment les négociations avancent, mais c'est l'idée pour le moment. Pour le choix raisonnable de bon père de famille que je suis, on a aussi été faire un test drive pour le Changan Unica 2025 et c'est franchement une bagnole de père de famille avec un peu de chevaux quand même. Il me semble qu'il y a 230 ou quelque chose comme ça. Donc ça pousse quand même un peu en mode sport. Sauf que c'est chinois et la fiabilité à long terme, elle est trop incertaine. Ok, c'est une bagnole neuve, ok, elle est garantie 3 ans ou 100 000 km, mais dès que vous avez une pièce qui pète, c'est chinois, il faut que ça vienne de Chine. Les garages sont pas habitués à bosser sur ce genre de bagnole, donc c'est franchement chiant. Alors à 26 000, à 26 000 pardon, euros, dollars, je leur ai prise direct, mais ils veulent 39 000 pour le modèle neuf, et c'est trop proche du M40i, alors que les sensations sont vraiment pourries, et à 27 ans, est-ce que vraiment j'ai envie d'acheter une bagnole chinoise de mon père de famille à 230 chevaux à 27 ans, alors que techniquement, je peux me permettre d'acheter une bagnole qui en fait presque 400? Non. Donc, s'il y a des connaisseurs BM, et encore mieux s'il y en a qui ont déjà eu un M40i dans leur vie, ou si juste vous êtes expert de bagnole en général, en commentaire, dites-moi, ça m'intéresse. Si vous avez une grosse bagnole, est-ce que vous regrettez, est-ce que vous kiffez pour mon choix et ma réflexion autour du M40i, faites-moi un pavé, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse vraiment, s'il vous plaît. Le magnésium en dehors des repas, en février, après mon bilan sanguin, j'ai découvert que ma ferritine et mon fer sérique sont plus bas que d'habitude. Et selon moi, selon toute probabilité, en réalité, ça vient du magnésium, puisque j'ai augmenté mon dosage journalier de magnésium et je le prends pendant les repas. Le problème, c'est que le magnésium, pour l'assimilation, fait la compétition avec le fer. Donc, je décale ma prise de magnésium à 1 heure après le repas pour éviter la compétition d'assimilation. Et je vous recommande de faire pareil si votre ferritine et votre fer sérique sont bas, malgré une consommation de bœuf quotidienne. Ça vient probablement de la prise de magnésium pendant les repas, si c'est ce que vous faites. Autre point, j'ai plus de fibrillation auriculaire. Il y a 2 ans, pendant un test de VO2 max, j'ai fait un ECG qui était sorti en résultat de fibrillation atriale. Donc, à chaque fois, je confonds avec le français et l'anglais. Donc, c'est irrégularité pardon, du rythme cardiaque. Le truc de dingue, c'est que quand on a fait l'ECG, j'avais jamais été diagnostiqué pour AFib, et je l'ai fait avec un pote qui, lui aussi, sur les résultats de l'ECG, a eu AFib. Donc, bon, on s'est pas penché là-dessus plus que ça. On l'a juste pris pour acquis. Et moi, j'ai continué ma vie. De toute façon, il n'y a rien à faire si vous avez un AFib, sauf une chirurgie intrusive du ventricule. Et honnêtement, ça, c'est trop dangereux pour les bénéfices potentiels. Et d'autant plus que j'avais aucun symptôme d'accélération vraiment significatif. Donc, tant pis.
Il y a quelques jours, j'ai refait un ECG et j'ai pas d'irrégularité pardon, du rythme, j'ai pas de AFib finalement, ou alors je l'ai plus, ou alors je l'ai jamais eu. La probabilité c'est qu'en réalité je l'ai jamais eu. Donc la machine du cardiologue en Hongrie était foutue et il a dû mal diagnostiquer probablement des dizaines, voire des centaines de patients. Super. Donc en France, c'est assez difficile à cause de la Sécu et des délais, mais dès que vous avez un doute sur un diagnostic d'un spécialiste, même s'il a une blouse, même s'il est sérieux et tout ça, rien à foutre. Dès que vous avez un doute, ou pas d'ailleurs, vous en parlez à Grok, vous balancez les résultats de son analyse à Grok, donc à l'intelligence artificielle Grok 3 en mode deep search. C'est vraiment supérieur à la plupart des diagnostics que vous allez recevoir. Et puis, vous allez voir un autre spécialiste avec les, euh, les données que vous avez accumulées grâce à Grok et vous lui demandez une série, par exemple, de 5 questions sur un contre-diagnostic et vous allez voir à quel point le mec est bon ou pas. Une partie des médecins sont vraiment débiles en vérité et ils se plantent constamment, donc n'ayez surtout pas peur. Alors, pas de les contredire directement parce que c'est assez compliqué en France. Et je vous dis ça et je travaille avec des médecins hein, dans mon business principal. J'ai quand même des médecins employés. Donc, faites attention quand même et n'hésitez pas à les contredire pas directement, mais en tout cas à faire des contre-diagnostics avec l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est absolument à des années-lumière de la plupart des médecins. En parlant d'intelligence artificielle, en février, ma perception de l'IA et du futur a fait une nouvelle avancée, mais vraiment une avancée majeure, comme je n'en ai pas fait depuis probablement un an. Cette vidéo, elle est déjà longue, donc je ne veux pas l'éterniser, mais en gros, j'ai la conviction que d'ici 2030-2035, donc c'est demain en gros, soit on a la vie éternelle, quasiment tous, ou en tout cas on se dirige vers ça. Après, c'est juste une question d'étendre à l'échelle. Le capitalisme sous la forme actuelle a disparu et le monde physique devient secondaire. Donc ça, c'est la première alternative. Soit on est tous morts sans avoir pu lutter une seule seconde et en sortant complètement des scénarios science-fiction ou bunker et lutte contre les machines ou ça. Non, en fait, ça n'existera pas du tout. C'est soit on est tous morts en un claquement de doigts, soit on a tous la vie éternelle. Il n'y a plus de capitalisme et le monde physique devient secondaire. Et comme je vous le dis, la deuxième option est absolument sans intérêt, ça n'a aucun intérêt d'en parler, d'y réfléchir ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de lutte possible contre la superintelligence. C'est comme si, pour vous donner une image vraiment claire, nette et précise, c'est comme si les chiens essayaient de lutter si l'humanité tout entière, d'un commun accord, décidait de les supprimer. C'est foutu d'avance, ils n'ont absolument aucune chance, et grosso modo, en quelques jours maximum, les chiens de la planète entière sont décimés. S'il y a vraiment une acceptation globale et unanime par toute l'humanité de supprimer les chiens, ça dure une journée, 2 journées maximum. Bon voilà, c'est la même chose avec la superintelligence. Si elle décide de supprimer, il n'y a aucune chance. Zéro, Terminator, ça dégage. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de lutte, il n'y a rien. C'est le même niveau que les chiens contre les hommes. Donc, c'est juste la première option. Il n'y a que la première option qui est envisageable, puisque la deuxième, on peut absolument rien y faire. Donc, ça va être une aventure de dingue de vivre le dernier stade d'évolution de l'humanité en direct d'ici 2030-2035. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète sur ma vision du futur de l'économie et de l'humanité, sachant que je suis beaucoup, mais alors beaucoup plus optimiste que les autres en supprimant complètement les scénarios catastrophes qui n'ont aucun intérêt pour nous en tant que spectateurs passifs du progrès. C'est-à-dire, il faut acheter massivement du Nasdaq, si j'ai raison et si je ne me trompe pas, et c'est ce que je vais commencer à faire, puisque si on mise sur le fait que la superintelligence arrive bientôt, eh bien miser sur le Nasdaq, c'est quand même le bet logique. En attendant, vous pouvez regarder ces deux vidéos que je vous affiche maintenant à l'écran, en attendant que je fasse la mienne, et on va voir à quel point ça vous fait avancer dans votre réflexion sur l'intelligence artificielle. Voilà, la vidéo est vachement longue. Transition Interactive Broker LLC fluide, rapide, efficace. En février, j'ai fait la transition de mon compte Interactive Broker Europe, donc Irlande, à mon compte Interactive Broker LLC États-Unis. Et ça n'a pris qu'une dizaine de jours pour transférer mes positions et mon cash. Donc si jamais vous vous apprêtez à faire cette transition un jour, ou si vous avez dans l'idée de transitionner d'un compte Interactive Broker à un compte Interactive Broker US, donc Europe vers US, sachez que ça va très très vite, tant que c'est au même nom, prénom et même document de vérification d'identité. Donc si vous êtes enregistré avec votre passeport en Europe et que vous faites avec votre passeport aux États-Unis, ça va aller très vite. Et donc pour moi, on parle quand même de plus de 800 000 dollars de transfert sans aucune friction.
Euh, C'est-à-dire que vraiment, en quelques jours, il y a eu 800 000 dollars de transfert entre mon compte IBKR Europe et mon compte IBKR Amérique. Donc imaginez un peu, et j'y ai pensé, hein, je me suis dit, si ça peut pas se faire, parce que j'ai changé d'adresse, j'ai changé de pays, etc., si ça peut pas se faire, comment je vais me débrouiller pour faire ça? S'il avait fallu que je fasse un intermédiaire par le Crédit Agricole ou la Banque Postale, imaginez l'angoisse s'il avait fallu passer 800 000 dollars par le Crédit Agricole, c'était absolument impossible. Ou même par Wise, ou même par M26, les frais auraient été complètement dingues, il y aurait eu des blocages de partout. Donc voilà, c'est cool, vous pouvez faire la transition. Si vous pensez à le faire, faites-le. Et en ce qui concerne l'ouverture du compte Interactive Broker US, ça a été un peu plus difficile, euh, juste de par mon profil, puisqu'ils m'ont demandé des tonnes et des tonnes de papiers et des déclarations d'impôts pour justifier mes 250 000 dollars d'investissement annuel prévus. Donc ça a été, j'ai dû faire un dossier de 45 pages avec énormément de relevés d'impôts pour les dernières années, mon chiffre d'affaires, les justificatifs de domicile, les justificatifs de société, les versements de dividendes, les impôts payés dans les différents pays, etc. J'ai dû vraiment apporter beaucoup de justificatifs. Évidemment, ça m'a pris seulement 1 heure de constituer le dossier parce que j'ai absolument tout. Et c'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir toujours eu des déclarations parfaites, une comptabilité parfaite, des mouvements de fonds constamment traçables et justifiables. C'est exactement dans ce genre de situation que c'est capital et important. Parce que eux, ce qu'ils font, ils ont globalement pas grand chose à foutre de la provenance de vos fonds, mais c'est en cas de contrôle. Si vous prenez un contrôle sur votre individu, et ben eux, on va leur demander des comptes. Comment ça se fait que vous avez ouvert ce compte à cet individu qui a de l'argent blanchi, qui a de l'argent sale, etc. Eux, ils se protègent. Donc c'est pas contre vous, c'est pour vous en vérité, et c'est pour faciliter et fluidifier les mouvements de fonds derrière, pour pas qu'il y ait de comptes demandés trop régulièrement. Donc c'est là que ça a vraiment, pour les communications avec les établissements bancaires et les brokers, c'est capital d'avoir toutes vos déclarations d'impôts, tous les mouvements de fonds avec des justificatifs, c'est très important. Et moi, je fais gaffe à ça depuis des années, depuis toujours. J'ai un dossier entier avec des milliers et des milliers de documents KYC. Voilà, ouverture du compte Charles Schwab. Donc j'ai ouvert aussi un compte Charles Schwab US. Ça a été vraiment fluide et rapide. On parle d'une dizaine de jours, vraiment quasiment plus simple, enfin plus simple en vérité que le compte Interactive Broker, puisque j'ai fait des versements moindres et j'ai annoncé que j'allais verser moins d'argent que sur Interactive Broker. Maintenant j'ai fait la demande pour la carte de débit connectée au compte broker Charles Schwab, qui est une des meilleures cartes de débit du monde quand vous voyagez. Et le dossier devrait être traité normalement cette semaine. Il me semble que les prérequis, c'est d'avoir 25 000 dollars sur le compte Charles Schwab, mais a priori, il l'accorde aussi sans ça. Donc on verra, je vous tiendrai probablement au courant dans une mise à jour mensuelle. Voilà, j'ai volontairement raccourci cette vidéo. Si vous voulez que ça dure plus longtemps le mois prochain, dites-moi, j'ai énormément de trucs, il se passe toujours énormément de trucs. Là, en vérité, j'aurais pu traiter 5-6 sujets de plus, j'aurais pu passer beaucoup plus de temps sur l'intelligence artificielle. Voilà, bonne journée.